pourtant, Julia Becker, dans votre livre, vous parlez aussi d'attirance, voire quelquefois de fascination pour le dégoûtant. Et bon, je crois aussi on peut être attaché à certaines odeurs dites mauvaises. Enfin, moi en tout cas, je me souviens des odeurs du métro, je l'avais dit, il y a très longtemps, et je regrette ces odeurs du métro. On l'a perdu. Et quand, je sais pas, quand on revenait dans le métro, on retrouvait Paris, cette odeur du métro, c'était bon, on se retrouvait chez soi, c'était bien, quoi. Et puis ensuite, après, il y a eu ces affreuses, ces espèces de désodorisants à la fraise, ou etc. C'était à la rose. Ça, c'est vraiment, ça pue. C'est censé sentir bon, mais ça pue franchement, quoi. Et vous êtes un nostalgique de la puanteur passée du métro, c'est ce que vous m'aviez dit. Oui, c'est ça. Oui. Enfin, ça me paraissait pas une puanteur, mais c'était une odeur très singulière, qui n'était pas une odeur propre, mais qui c'était vraiment l'odeur du métro. Le métro, il avait une odeur. Je trouve qu'on a un peu perdu aujourd'hui cette odeur. Il y a quelques stations très rares où on l'aperçoit encore. Vous allez traîner le soir. Vous disiez tout à l'heure, Yves Citon, que les odeurs, on les percevait uniquement quand elles puent. Je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il y a tout un travail justement dans le métro, comme ailleurs d'ailleurs, qui consiste à répandre de bonnes odeurs pour montrer que ici ça ne pue pas. Alors de fait ça pue parce que c'est des odeurs insupportables. Et en général, ces odeurs à la mode depuis quelque temps, à la fois dans les cosmétiques et dans les produits ménagers, c'est d'imiter les parfums naturels. Alors c'est très frappant quand avec le maquillage, on se maquille et on a un goût de cerise d'un coup sur la bouche qui est affreux, parce que c'est un goût de chewing-gum. Et ça vaut également pour les produits ménagers qui diffusent un parfum de muguet ou autre, comme si la maîtrise suprême de l'environnement olfactif, c'était de reproduire la nature, mais la nature synthétique. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas non plus à ce que ce soit trop naturel, parce qu'il faut montrer que c'est une odeur qui ne va pas pourrir, c'est pas du tout l'odeur du fruit qui se décompose ou de la fleur qui va faner. Hein, c'est là où il y a une sorte de maîtrise paradoxale des odeurs. La puanteur, c'est l'odeur naturelle, quoi. D'où l'imaginaire du métro, c'est la terre, le fond, l'extrait-dentiel, l'égout, comme vous aviez dit tout à l'heure. La RATP, figurez-vous, je regardais en préparant cette émission, dispose donc des pulvérisateurs d'odeurs pour créer, je cite, une ambiance olfactive, ou bien des billes qui encapsulent des odeurs et qui éclatent sous les pas des voyageurs dans les halls souterrains. Oui, donc, je ne savais pas. Oui, je ne savais pas, donc on marche et donc il y a des sortes de fragrances. Alors la question c'est aussi pourquoi est-ce qu'on est si sensible à la puanteur, pourquoi est-ce qu'on est si inquiet des odeurs, plus peut-être que d'autres choses. Il y a un livre d'un quelqu'un qui s'appelle Pierre Guiraud sur les gros mots et qui analyse tout le vocabulaire olfactif, entre autres à un moment, et il rappelle que la particularité du verbe sentir, c'est qu'il est à la fois passif et actif, c'est-à-dire que ça signifie à la fois exhaler et percevoir une odeur. Oui. Tout à fait. Et c'est la même chose en anglais, to smell, comme en allemand. Comme s'il y avait quelque chose de très fort psychologiquement derrière. Alors, effectivement, le problème de l'odeur, c'est que, à la différence des autres du contact, c'est une pénétration, c'est-à-dire que c'est une expérience d'une molécule qui s'insinue alors ça c'est une dimension physiologique, mais qui est très vraie. C'est une odeur qui s'insinue en nous et on n'a aucun moyen de lutter contre l'irruption d'une odeur. On peut fermer les yeux quand on est face à un spectacle désagréable, on peut ne pas toucher, mais comment ne pas sentir? On peut se boucher le nez, mais c'est très difficile. Tout à fait, c'est ça qui est passionnant, c'est que à propos de l'expression sentir, quand on dit de quelqu'un, voilà, je peux pas le sentir, c'est que d'une certaine manière, le sentir, c'est l'accueillir en soi. Et en fait, il y a une intrusion de l'autre par ses odeurs. C'est comme si le respirer, c'était l'avoir. Il entre en nous en quelque sorte, l'autre, non? Et c'est pas faux, d'une certaine manière. Oui. Bon, alors après, bien sûr, c'est tiré par les cheveux d'une certaine manière, mais c'est pas faux d'un point de vue physiologique et symbolique. Il y a quelque chose de l'ordre de l'irruption et la nausée, vous parliez de nausée, c'est aussi un élément qui atteint notre centre de gravité. C'est vraiment, ça nous atteint au cœur même. Oui, ça nous donne des vertiges, oui. Yves Citon, oui. 1749, un petit auteur, un médecin normand qui s'appelle Charles Tiphaine, écrit un texte qui s'appelle L'amour dévoilé, dans lequel il reprend des théories sympathistes qui expliquent le sentiment amoureux, pas le désir sexuel, parce qu'il dit que le désir sexuel, ça fonctionne au regard. Mais le sentiment amoureux, le fait que moi, je suis amoureux de cette personne et pas d'une autre femme, etc., par des émanations qui sortent de nos corps et qui rentrent par tous les pores, mais qui sont de l'ordre de l'odeur. Oui.
Julien Pecker, d'une certaine manière, donc cette question, est-ce que ça pue dans le métro, est-ce qu'elle nous met en face de la question d'altérité philosophiquement, c'est-à-dire de la relation du soi aux autres en tant qu'ils sont agressifs. Bon, on avait évoqué Sartre on se souvient des analyses sur le regard, hein, qui m'enserre, qui me captive, qui est dangereux. Mais d'une certaine manière, l'odeur aussi, c'est l'autre qui il ne m'enserre pas, mais il s'infiltre. Donc, est-ce que c'est en quelque sorte une épreuve de l'altérité, cette expérience de la puanteur? En tout cas, le métro, c'est une épreuve de l'altérité, peut-être pour notre civilisation, qui est une civilisation hautement hygiéniste et carapacée dans une sphère de l'intimité qui est très de plus en plus féroce et soucieuse de ses prérogatives. Et c'est assez symptomatique en tout cas que la question de l'altérité puisse se poser pour un cas comme celui du métro, d'une certaine manière. Oui. Il y a des analyses psychologiques qui disent que les odeurs influencent le comportement et notamment l'agressivité par rapport aux autres. Oui, c'est possible. Je ne les connais pas, mais... Oui. Parce que en fait, bon, c'est quand même une expérience de l'altérité, mais aussi de l'immersion aussi. Oui, la promiscuité. Parce que ici, vous parliez de la ligne 13. Donc cette ligne 13, bon, c'est une ligne où régulièrement on est complètement compressé. Oui. Bon, on est en période électorale, donc on n'incriminera pas certaines politiques, mais en tout cas, c'est une calamité. Cette ligne, on le sait très bien, et les gens acceptent de vivre dans le métro dans des conditions mais insensées. Hein, c'est une expérience de promiscuité et de confusion entre les corps, entre les matières, qui va totalement à l'encontre de tout ce monde hygiéniste dont on est si soucieux, en tout cas. Oui. Alors, est-ce que c'est l'expérience du commun, est-ce que c'est une forme de l'expérience du commun que d'être comme ça compressé, peau contre peau, odeur contre odeur, dans le métro de la ligne 13? Tout à fait. Ça peut être une...